Merci. La parole est à Paul Molac pour le groupe écologiste et pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de résolution du groupe UMP souhaite voir l'Assemblée nationale inviter le gouvernement français à entamer des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme afin de réviser la composition et les compétences de la Cour et notamment interdire les requêtes individuelles aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l'hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues, la présente résolution invite le gouvernement français à faire savoir à ses partenaires qu'elle serait prête à dénoncer la Convention. La Cour européenne des droits de l'homme est ainsi attaquée frontalement par M. Lelouch et ses collègues UMP, et cela de manière démagogique par cette proposition de résolution. Faire de la CEDH un bouc émissaire, c'est méconnaître le cadre général du droit européen en matière de droits de l'homme. En effet, les principes de la Convention de 1949 sont aussi pleinement intégrés dans le droit communautaire et par les droits nationaux. À ses débuts, la communauté européenne ne s'est évidemment souciée des droits de l'homme, pas vraiment. Les auteurs des traités pensaient qu'en raison de leur nature économique, il n'y aurait pas d'interférence entre législation communautaire et droits de l'homme. Mais la Cour de justice de l'Union européenne a, dès 1970, développé une jurisprudence très protectrice des droits fondamentaux. Cette évolution a été parachevée par la rédaction en 2000 de la Charte des droits fondamentaux, à laquelle le traité de Lisbonne de 2009 confère une force juridique. La construction de cet espace communautaire des droits de l'homme ne s'est pas faite en concurrence avec la Cour européenne des droits de l'homme siégeant à Strasbourg, mais dans un réel esprit de convergence. Depuis le traité de Maastricht, les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme sont considérés comme des principes généraux du droit de l'Union. Le traité de Lisbonne est allé encore plus loin en prévoyant dans son article 6 que l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'adhésion prochaine, nous l'espérons, de l'Union européenne à la CEDH sera une étape primordiale pour la construction de cet espace européen des droits de l'homme. Enfin, il est faux de proclamer, comme le fait l'auteur de cette résolution, que l'Europe des droits fondamentaux s'inscrit contre les ordres juridiques nationaux. La jurisprudence de la Cour s'appuie au contraire sur ce que le traité de Lisbonne consacre sous le nom de tradition constitutionnelle nationale. Le sujet que vous mettez en exergue dans votre résolution en est une preuve éclatante. Votre résolution souhaite interdire les requêtes individuelles aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Cette proposition viole à la fois l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 47 de la Cour de justice européenne. Mais le droit au recours n'est pas une invention de la CEDH. C'est avant tout un principe du droit français reconnu tant par le Conseil d'État que par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs, les critiques que vous adressez aujourd'hui à la CEDH ne sont-elles pas semblables à celles essuyées par le Conseil d'État lorsqu'en 1962 il annula la décision du général de Gaulle instituant une cour militaire de justice chargée de juger, suivant une procédure spéciale et sans recours possible, les auteurs et complices de certaines infractions en relation avec les événements algériens. En résumé, la philosophie de votre texte, comme les suivants de votre niche parlementaire d'aujourd'hui, joue sur la démagogie et les peurs, et notamment sur la crainte que la France ne soit plus maîtresse chez elle, même dans le domaine de la loi. Dans votre exposé des motifs, vous prenez notamment exemple de la liberté d'association des militaires qui nous aurait été imposée par la CEDH. À la suite de cette décision, une première association professionnelle de gendarmes a en effet été créée au sein de la gendarmerie nationale, mais au lieu d'y voir une avancée pour notre pays et notre armée, comme le directeur général de la gendarmerie nationale, M. Denis Favier, qui y voyait une opportunité afin de moderniser encore plus la chaîne actuelle de concertation et de participation et de faire évoluer les modalités du dialogue interne, vous y voyez une perte de souveraineté inacceptable. Avouez que pour le pays qui se gausse si souvent d'être la patrie des droits de l'homme et qui leur confère une universalité s'imposant à l'ensemble des habitants de cette planète, il est curieux de vouloir s'en dédouaner lorsque ces principes sont défendus par une institution communautaire. De même, dans les cas des personnes condamnées pour terrorisme citées dans l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition de résolution estiment que ces cas sont une illustration du caractère contestable des décisions de la Cour.
Pourtant, les raisons des décisions d'impossibilité d'expulsion vers des pays où ces personnes encouraient la torture à leur arrivée semblent difficilement réfutables. Dans le cas de Kamel Douadi, la CEDH note qu'il ressort des sources à la fois multiples, concordantes, fiables et récentes, notamment des rapports du Comité des Nations Unies contre la torture et de plusieurs organisations non gouvernementales du département d'État américain et du ministre de l'Intérieur britannique, qu'en Algérie, les personnes impliquées dans des faits de terrorisme sont arrêtées et détenues par les services de sécurité de façon peu prévisible, sans base légale, clairement établie, essentiellement afin d'être interrogées ou obtenir des renseignements et non pas dans un but judiciaire. Toujours selon ces sources, ces personnes placées en détention sans contrôle des autorités judiciaires ni communication avec l'extérieur peuvent être soumises à des mauvais traitements, y compris la torture. Le gouvernement n'a pas produit d'indications ou d'éléments susceptibles de réfuter ces informations. Et de plus, la Cour nationale du droit d'asile a également considéré raisonnable de penser que, du fait de l'intérêt qu'il peut représenter par les services de sécurité algériens, M. Douadi pourrait faire l'objet, à son arrivée en Algérie, de traitements inhumains et dégradants. Notre pays est confronté à une menace terroriste grave. Et la question de l'expulsion des étrangers ou déchus de nationalité condamnés par le terrorisme est difficile. Néanmoins, nous ne pouvons l'évacuer en nous exonérant nous-mêmes du respect des droits de l'homme. Des solutions, parfois d'urgence, ont été trouvées. Mais d'autres peuvent l'être dans le respect des droits fondamentaux. Il nous faut donc savoir faire preuve d'un peu d'humilité, considérer que la France puisse avoir des carences dans le domaine du respect des droits de l'homme. Prenons par exemple un ensemble de droits de l'homme que la France refuse obstinément de prendre en compte. Le respect des minorités, y compris les minorités d'origine. La France peut s'autoproclamer pays des droits de l'homme, mais constatant qu'elle a bien du mal à mettre en pratique certains d'entre eux. Le pire est même qu'elle enjoint certains pays de respecter ces minorités. Cela pourrait faire sourire. Par exemple, de demander à l'État chinois de donner un statut à la langue tibétaine, mais continuer ici la politique de non-reconnaissance des langues régionales. La France ne les reconnaît pas, ne les protège pas. Les langues dites régionales n'ont aucun statut juridique, aucune protection, et le nombre de locuteurs ne cesse de baisser d'année en année, à tel point d'ailleurs que l'UNESCO les classe toutes en danger ou grand danger d'extinction. Certaines personnalités politiques, et non des moindres, le gardien du temple de la francité, le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, s'opposent même à ce que la France ratifie la très anodine Charte européenne des langues minoritaires. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. D'ailleurs, le Comité pour les droits économiques, sociaux et culturels de l'UNESCO fait d'ailleurs régulièrement des recommandations à la France pour la reconnaissance de ces minorités. Je disais donc que la France devrait faire preuve d'humilité et accepter qu'elle se doive de respecter les droits de l'homme, y compris, parfois, pour des gens qui ne le méritent pas. La justice d'exception pour ces crimes que l'on connaît dans d'autres pays, avec des dérives importantes comme aux États-Unis et les tristement célèbres prisonniers de Guantanamo et autres prisons secrètes disséminées dans le monde, n'est pas la réponse souhaitable à la menace qui nous entoure. C'est précisément ce genre de justice d'exception qui met à mal le socle fondamental sur lequel est basé tous nos ordres juridiques démocratiques et transparents que souhaitent détruire les terroristes. Ne tombons pas dans ce piège qui consisterait à renier nos valeurs démocratiques pour mieux combattre l'absence de ces mêmes valeurs démocratiques chez nos ennemis. Au fond, vous pensez qu'il y a trop de droits fondamentaux et que certains êtres humains ne méritent pas d'en bénéficier, qu'ils ont perdu ce privilège par leurs actes. Évidemment, il est impopulaire de défendre les droits des prisonniers ou des terroristes. Mais je crois, pour reprendre les mots de la CEDH elle-même, que la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons. Le propre des droits fondamentaux est justement qu'ils sont inaliénables. Il n'y a pas une déclaration universelle des droits de l'homme et une déclaration universelle des droits de l'homme soupçonnée d'un acte terroriste. Voilà donc pourquoi, mes chers collègues, tant pour des raisons juridiques que de fond, mon groupe parlementaire votera contre cette proposition de résolution.